C'est vrai qu'on focalise l'attention du Moyen-Orient à la fois sur ce qui se passe en Israël et à Gaza, mais aussi avec ce qui est en train de se passer en Syrie et en Irak. Et on oublie, peut-être à tort, le Yémen. Alors on va réparer cela ce soir dans le débat. D'abord, on vous montre sur une carte, pour le cas où vous l'ignoriez, où se trouve le Yémen. C'est au sud, vous le voyez, de l'Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique. Position stratégique pour ce petit pays. On va en parler avec vous, Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Raphaël Yerushalmi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire. Alors le Yémen qui est secoué par une guerre qui peut s'apparenter à une guerre civile. En tout cas, les rebelles chiites ont gagné ces derniers jours beaucoup de terrain sur le pouvoir sunnite, soutenu par l'Arabie Saoudite. Les chiites sont soutenus par l'Iran. Et puis il y a au milieu Al-Qaïda qui possède un groupe terroriste particulièrement redoutable. Alors, que penser justement de cette situation au Yémen? Y a-t-il un conflit qui est orchestré, dirigé par les deux puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran? C'est un peu la question que l'on vous a posée et on va voir justement quelle est l'opinion de nos téléspectateurs. Julia Ganancia, oui, bonsoir Jean-Charles. Alors voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. Le conflit au Yémen est-il une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Je vous propose de regarder tout de suite ce qu'ils en pensent sur cet écran. Et ce soir, eh bien, c'est le oui qui l'emporte assez largement, à 64%. Une majorité des votants pense donc que derrière ce conflit qui oppose sunnites et chiites, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran qui s'affrontent. Il y en a quand même 16% qui pensent le contraire. Et enfin, 20% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux et je vous laisse les découvrir tout de suite sur cet écran. On commence avec ceux qui ont voté oui. Tout d'abord, Claude D nous écrit que oui, cette guerre au Yémen doit être vue comme un conflit direct entre Iran et Arabie Saoudite. Selon lui, les Iraniens soutiennent les chiites partout dans le Moyen-Orient et les encouragent à la violence comme au Liban. Et les Saoudiens voisins du Yémen sont également les défenseurs de la cause sunnite dans tout le Moyen-Orient. Les deux pays s'opposent déjà en Syrie et l'Iran cherche à porter le danger au plus près du royaume saoudien. On a aussi le commentaire de Mathéodo, c'est donc un avis qui semble partagé. Il dit « C'est surtout une guerre d'influence qui se joue, deux islams qui s'opposent, comme c'est de plus en plus le cas au Moyen-Orient. Depuis des années, l'Iran et l'Arabie Saoudite alimentent outrageusement la rivalité entre sunnites et chiites. Le Yémen est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le Bahreïn, mais là où c'est le plus marquant, c'est bien sûr en Syrie et en Irak. Alors à l'inverse, du côté des noms, eh bien, il y a Moutlak bin Moutlak qui dit non, pas du tout. Le Yémen, c'est un pays pauvre. Il y a un manque de connaissances dans les religions. Il y a les coutumes traditionnelles des familles. Ce pays a cessé son développement depuis le XVe siècle, selon lui. Ils sont tellement en retard. À quoi voulez-vous vous attendre? Si ces gens étaient instruits et le pays développé, vous ne poserez pas cette question. Et enfin, on termine avec la réponse de Noah Lévy, qui pense tout simplement que les rebelles chiites se battent pour reconquérir le territoire qu'ils occupaient avant. Ça n'a rien à voir avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, selon cet internaute. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. Et puis je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup, Julia Ganancia. Alors, le Yémen, c'est vrai que ça ne semble pas préoccuper la communauté internationale. Emmanuel Navon, est-ce qu'il faut y voir là un foyer, on va dire, particulièrement virulent, dangereux pour le reste de la région? Il y a là un développement très important. Parce que c'est vrai que le Yémen, c'est un pays qui est éloigné, qui est petit relativement. C'est un pays qui, à l'origine, était sous le contrôle respectif de l'Empire ottoman et britannique, qui constituait deux pays dans les années 60, qui s'est réunifié uniquement en 1990. Mais c'est avant tout un pays qui est le centre d'influence conflictuelle entre l'islam chiite et sunnite. Et avec la victoire récente des Houthis, qui sont soutenus par l'Iran, il y a là aujourd'hui un encerclement de l'Arabie Saoudite au Proche-Orient. On peut dire aujourd'hui que l'Iran contrôle 4 capitales arabes. Beyrouth, Damas, Bagdad et Sanaa. Et c'est pour ça que je dis que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est encerclée. C'est ce que disent les Iraniens très clairement.
Et à ça, il faut ajouter autre chose. On ne le voit pas très bien sur votre carte, mais le Yémen, c'est également le détroit d'Aden. Donc aujourd'hui, les Iraniens contrôlent deux passages stratégiques très importants. Le détroit d'Aden, qui est le point de passage entre le canal de Suez et l'océan Indien, et bien entendu, le détroit de Hormuz, par lequel passe près du quart des flux de pétrole internationaux, entre la péninsule arabique et l'Iran. Donc il y a là un développement géopolitique très important qui devrait beaucoup inquiéter aussi bien les Saoudiens que les Américains. Raphaël Jérusalemi, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez justement la main de l'Iran derrière ce qui est en train de se passer au Yémen? Oui, on voit la main de l'Iran un peu partout et un peu trop, à mon avis. Moi, je suis assez d'accord avec les deux internautes qui ont dit non. Donc, Ben Moutlak et Noah Levy, qui se rejoignent, de mondes différents qui se rejoignent. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai qu'il y a cette guerre sunnite-chiite, Iran-Arabie Saoudite, ces conflits d'influence. Mais si nous élargissons l'image, c'est vrai ce qu'a dit cet internaute, ce manque d'éducation, parce que en dehors des grandes puissances régionales qui s'affrontent, nous avons au Yémen l'image la plus accentuée de ce que nous appelons les guerres tribales. Le Moyen-Orient n'est pas divisé en nations. S'il était divisé en nations, on pourrait avoir une approche géopolitique. Sur le plan des services de renseignement, ça serait beaucoup plus facile d'étudier les stratégies nationales et politiques de ces États. Or, tout cela est complètement annulé par les intérêts tribaux, par les guerres de clans, de grandes familles puissantes. Or, les Houthis qui attaquent maintenant le Yémen et Al-Qaïda sont effectivement l'exemple typique d'un clan sectaire, d'une famille importante qui essaye de chambouler toute la vision géopolitique que nous pourrions avoir de la région. Et là intervient effectivement le domaine qui a été signalé, celui de l'éducation, du progrès, c'est-à-dire nous sommes encore dans un monde moyenâgeux et le combattre avec des armes, c'est très bien, mais il faudrait aussi peut-être le faire évoluer. Ce que nous avons en face de nous à Gaza, le Hamas, c'est peut-être un ennemi dangereux et stratégique, mais n'est-ce pas aussi une population que nous devrions faire avancer, faire progresser, éduquer, pour pouvoir peut-être espérer un arrangement, effectivement, géopolitique, normal, comme nous, en tous les cas, les Occidentaux le considérons. Et Noah Levy ajoute ce petit grain de sel en disant que ces gens-là, les Houthis, donc ceux qui se battent contre Al-Qaïda sous la passivité totale, comme au Liban avec le Hezbollah, passivité totale du gouvernement yéménite et de l'armée, qui soutient secrètement cette branche-là, justement, ils ne sont en fait en train que de récupérer un territoire, de faire une vendetta tout à fait locale, mais cette vendetta locale, aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, une petite vendetta dans le coin, comme vous diriez en Sicile, deux familles, les Léonais contre les je sais pas quoi, se battent, prend une dimension planétaire pratiquement, parce qu'il y a des tensions au Moyen-Orient qui risquent de déstabiliser en effet la planète. Mais en fin de compte, vous ne traitez que de guerres tribales, d'intérêts locaux, régionaux, de gens avec des œillères qui sont les œillères de la religion, de l'intégrisme, qui sont les œillères de leurs intérêts pécuniers, parce que ce sont aussi des mafias, en fin de compte, toutes ces grandes familles tribales. Voilà, des intérêts très très minimes, mais qui menacent en fait le monde libre. Parce qu'elle ramène sur la table, sur l'échiquier, la loi de la guerre tribale, la loi de la guerre des clans, et se fiche pas mal de ce que nous pensons, ou les Nations Unies, ou M. Obama, ou M. Hollande, ou même Netanyahou, des stratégies géopolitiques
Voilà. Mais c'est quand même une transposition donc, de ce conflit qui a éclaté, que ce soit en Syrie, où on voit aussi qu'il y a les intérêts divergents de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Là, on peut retrouver le même schéma, même si effectivement il y a une particularité locale. Il y a une particularité locale, mais encore une fois, les Iraniens eux-mêmes se vantent ouvertement, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux, d'avoir soutenu les Houthis et d'avoir conquis finalement le Yémen. Donc ce sont les Iraniens eux-mêmes qui le disent. Les Saoudiens eux-mêmes se disent humiliés, inquiets et menacés par ce développement. Et ce, alors même que je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran sur le dossier nucléaire, que la date butoir pour arriver à un accord, c'est le 24 novembre, c'est dans un peu plus d'un mois. En novembre, c'est aussi les élections de midterm aux États-Unis, où Barack Obama risque de perdre ce qui lui reste de majorité démocrate au Congrès. Et n'oubliez pas également le dossier syrien et la lutte des États-Unis contre l'État islamique du Levant. Pourquoi je rappelle cela? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le président turc Recep Erdogan a mis tellement longtemps à se décider pour intervenir de façon, il faut bien le dire, ambiguë aux côtés des États-Unis. C'est une intervention virtuelle pour l'instant. Exactement. Et une des raisons est que Erdogan a exigé d'Obama que les États-Unis renversent Bachar al-Assad. Et cela, les Iraniens s'y opposent très fermement. Et ils ont très clairement dit à l'administration Obama que si les Américains renversaient Assad, alors non seulement ils cesseront de coopérer avec les Américains sur le dossier nucléaire, sur la lutte contre l'État islamique, mais qu'Israël également en paiera les conséquences. Et je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 semaines, le 7 octobre dernier, le Hezbollah a tiré contre Israël. C'est clair que l'Iran était derrière pour bien dire qu'il était sérieux dans ses intentions. Donc pourquoi je rappelle tout cela? Parce qu'aujourd'hui, le fait que l'Iran se soit renforcé grâce, entre autres, à ce qui s'est passé au Yémen, cela ne fait que les renforcer aussi vis-à-vis des États-Unis sur le dossier des négociations sur le dossier nucléaire et dans la lutte contre l'État islamique. Et là, on peut dire aujourd'hui que les Iraniens, je vous rappelle que le jeu d'échecs a été inventé par les Perses, aujourd'hui maîtrisent le jeu d'échecs vis-à-vis des États-Unis d'une façon assez impressionnante, il faut bien le dire. C'est sûr qu'ils ont la chance d'avoir en face d'eux l'administration Obama, mais là, pour eux en tout cas, mais là, effectivement, il y a un développement géostratégique qu'on ne peut pas ignorer. Et vous avez choisi un très bon sujet ce soir avec le Yémen, justement à cause de cette intervention américaine au Yémen. Elle est très symptomatique par son aspect et par son échec. Si nous considérons... C'est-à-dire la politique des drones oui, parce que nous considérons maintenant quelle est la stratégie des Américains par rapport à Daesh en Irak et en Syrie. Mais si nous analysons effectivement cette immisciation des Américains dans le conflit yéménite, qui dure depuis beaucoup plus longtemps, puisque ça part depuis 2000, lorsque Al-Qaïda a attaqué les navires américains dans le USS Cole. C'était un attentat très violent. Puis l'ambassade américaine en 2008. Donc les Américains ont réagi. Les Américains ont été directement menacés. Ils ont mené, comme vous l'avez dit, des attaques de drones ciblées sur les dirigeants d'Al-Qaïda. Ils se sont investis. Ils profitaient de la passivité totale de l'armée yéménite qui ressemble un peu à celle de l'armée irakienne ou turque. Mais en fin de compte, ce qui est important pour nous, comme leçon à tirer, c'est l'échec de leur stratégie. C'est le manque de vision, non seulement stratégique, mais même tactique sur le terrain, de comment s'adresser à ce que je répète, et je ne cesserai de le répéter, à ces guerres qui sont tribales, c'est-à-dire c'est comme une armée régulière qui s'attaque à une guérilla urbaine. Les moyens utilisés, les stratégies avancées n'ont rien à voir avec l'objectif, n'ont rien à voir avec l'ennemi d'en face, qui lui, bien qu'il ait l'air moyenâgeux, violent, brutal, gratuitement, c'est exactement ce qu'il fait, connaît le terrain, et en fait exploite une certaine naïveté, dirais-je,
de l'Occident, bien pensant peut-être, qui croit avec sa technologie et sa force de frappe les dissuader, alors qu'en fait il ne fait que attiser leur colère. C'est ce qui se passe en ce moment avec Daesh. En quelques secondes, vous pensez que l'Arabie Saoudite a intérêt à intervenir ou pas dans ce qui se passe au Yémen? Est-ce qu'elle en a les moyens d'abord? Je pense qu'il est trop tard maintenant pour l'Arabie Saoudite pour intervenir. L'Arabie Saoudite ne pourrait pas se permettre d'intervenir sans l'appui des États-Unis, alors même qu'on est en pleine négociation sur le dossier nucléaire, sur la question de la coopération entre l'Iran et les États-Unis sur la lutte contre Daesh. Donc je pense qu'il est tout simplement trop tard pour les Saoudiens. Et ben voilà, donc on suit ces développements au Yémen, donc secoué lui aussi par des affrontements entre sunnites et chiites. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci, Raphaël Jérusalemi. Je rappelle que vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire. Dans un instant, on parlera de toute autre chose. Ces femmes qui veulent prier au mur des lamentations de Jérusalem et qui reçoivent l'opposition des rabbins orthodoxes. Une campagne de publicité, notamment sur les bus de Jérusalem, a suscité de très violentes réactions de la part justement des milieux orthodoxes. On en parle dans l'instant avec l'invité du Grand Direct. C'est justement la vice-présidente de ce mouvement, les Femmes du Mur, qui sera dans ce studio. À tout de suite.